vraiment content d'aborder avec vous cet après-midi un thème qui me semble complètement fondamental, qui est peut-être finalement le problème le plus important que rencontre aujourd'hui la société française, c'est le problème de la liberté d'expression. Parce que tout passe par la liberté d'expression, et sans liberté d'expression, nous sommes en dictature, comme nous le savons tous. Et d'ailleurs, j'ai amené quelques livres, vous servirez, vous en prendrez autant que vous voulez. J'ai écrit une demi-douzaine de livres, et tous ont trait, peu ou prou, à la liberté d'expression. Il y en a un, j'en ai amené 3 ou 4 exemplaires, sur la fameuse affaire Vanès. Il est exclusivement consacré à la liberté d'expression. Donc c'est vraiment un sujet qui, à titre personnel, me tracasse énormément. Et j'ai l'honneur de présider la Fondation de services politiques, et notre revue trimestrielle s'appelle Liberté politique, et notre site s'appelle Liberté politique. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire que la liberté, pour moi, est au cœur de mes réflexions et de mes actions. Alors, je vais faire un petit topo assez court, un quart d'heure, 20 minutes, je répondrai très volontiers à vos questions. Je voudrais aborder 4 points très simplement. D'abord, définir ce qu'est la liberté d'expression, pour qu'on sache exactement de quoi on parle et qu'il n'y ait pas sur ce sujet-là des erreurs d'interprétation. Ensuite, quelles sont les conditions théoriques de la liberté d'expression? Ensuite, quel est l'état en France de la liberté d'expression par rapport à ces conditions théoriques? Et puis, le dernier point, qui est une forme de conclusion, c'est que faire par rapport à cette situation française. Alors, la liberté d'expression, vous savez qu'il y a des centaines de définitions, des milliers de définitions depuis l'Antiquité. Pour moi, il y a une définition qui est très bonne, c'est celle de Bossuet, qui donne une définition de la liberté tout court. La liberté, dit Bossuet, n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on doit. Et je trouve que c'est la formule qui résume le mieux ce qu'est la liberté. Et la liberté d'expression, ça n'est pas de dire ce que l'on veut, mais de vouloir dire ce que l'on doit dire. Donc, à la liberté d'expression sont accolés 2 mots fondamentaux, la volonté et le devoir. Et si on a la volonté de s'exprimer et le devoir de s'exprimer comme on doit s'exprimer, ça change évidemment tout. Vous allez me dire, oui, mais la vérité, le devoir, bon, y a-t-il un principe supérieur? Parce que vous savez que dans tous les principes finalement philosophiques, il y a très souvent un principe supérieur. Est-ce qu'il y a pour la liberté d'expression un espèce de principe supérieur qui doit la guider? C'est évidemment le principe supérieur de la vérité. La liberté d'expression n'est possible que si l'on cherche à atteindre la vérité. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit « il est prisonnier de ses mensonges ». On n'a jamais dit « il est prisonnier de la vérité ». La vérité rend toujours libre, comme le disaient très bien certains papes. La vérité le rend libre, le mensonge emprisonne. Donc la liberté d'expression, c'est la recherche quotidienne de la vérité. Et s'il n'y a pas dans la liberté d'expression cette recherche de la vérité, autant ne pas s'exprimer. Voilà. Donc c'est très rapidement décrit, alors on pourrait en parler toute une nuit, hein, le fondement que j'estime important sur ce qu'est la liberté d'expression. Alors, quelles sont les conditions de la liberté d'expression? Moi, personnellement, j'en vois plusieurs. Il faut, et notamment 3, alors il y en a d'autres, mais il y a 3 conditions qui me semblent vraiment importantes. Il faut d'abord que l'on ait une véritable capacité à s'exprimer. Et cette capacité, elle est fondée sur 2 choses fondamentales, c'est la connaissance et le raisonnement. Je citerai une phrase de Benoît XVI que j'aime énormément, il avait souvent des phrases assez décisives, très courtes, mais qui secouaient énormément. Et dans une question que lui posait un journaliste lors de sa réception annuelle du milieu médiatique, le pape Benoît XVI avait dit « En Occident, ceux qui parlent le plus sont ceux qui savent le moins. » Et c'est vraiment exactement le système dans lequel nous vivons. Les journalistes pérorent 24 heures sur 24 et ne connaissent strictement rien. Les hommes politiques, je serai très dur avec eux, je parle en général, il y a évidemment des exceptions, mais globalement, à 80%, les hommes politiques pérorent à longueur de journée sur des sujets qu'ils ignorent totalement.
Et je pense que Karimouchi, qui connaît bien les milieux politiques, le confirme. Quand je discute avec beaucoup, mon boulot, c'est de voir sans arrêt des hommes politiques, des députés, des sénateurs, des ministres. Je suis effaré par leur manque de connaissances concrètes. Ils ont une espèce de bulle médiatique dans laquelle ils vivent, mais qui n'a rien à voir ni avec la connaissance réelle et profonde des choses, ni avec le raisonnement. Pourquoi? Parce que, en fait, si l'on veut être capable de s'exprimer, il faut de l'effort et du travail. Autant de choses que la société actuelle a beaucoup de mal, évidemment, à partager. Donc, premièrement, une capacité à s'exprimer. Le deuxième point, c'est que le comportement de celui qui s'exprime et de celui qui reçoit le message doit être empreint de caractéristiques qui me semblent importantes. En gros, la vérité, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi il faut qu'il y ait une certaine considération et une certaine bienveillance. Parce que si on est dans la haine complète, il n'y a absolument pas de liberté d'expression. Regardez le remarquable penseur Pierre Berger qui parle de la manif pour tous en disant « Mon rêve, c'est qu'une bombe explose au milieu du cortège ». On ne peut pas discuter avec des gens comme ça. C'est tout. C'est un homme haineux, violent, stupide. Voilà. Et moi, personnellement, j'estime qu'on ne peut pas discuter parce que le comportement de ce genre d'individu interdit qu'on discute avec lui. Donc, désolé, mais si vous m'invitez un jour à dîner avec Pierre Berger, je ne viendrai pas. Le troisième point, et je m'en arrêterai là sur les conditions, ce sont les lieux d'expression qui doivent être libres. Alors, quels sont les lieux d'expression principaux? Dans l'ordre, il y a d'abord la famille, puisqu'évidemment, un enfant va commencer par s'épanouir dans sa famille. Et il faut qu'à l'intérieur de la famille, il y ait une véritable liberté d'expression. Ensuite, l'enfant, il va à l'école. Il faut qu'à l'école, il y ait une véritable liberté d'expression au service de la vérité, notamment de la part du corps professoral. Nous allons en parler tout à l'heure du corps professoral. Ensuite, eh bien, on baigne dans un milieu de communication, un milieu médiatique, ce sont les adolescents, etc., et puis nous tous. Donc, les médias doivent évidemment être... Bonjour, madame, les médias doivent être authentiquement libres, évidemment. Les médias doivent être authentiquement libres. Et puis, l'environnement national, si je puis dire, ce sont les institutions politiques et civiles qui doivent être libres et avoir vocation à chercher la vérité au travers de la liberté. Ça, c'est l'état des lieux théorique. Alors, j'arrive tout de suite à mon troisième point. Quel est l'état des lieux réels en France par rapport à ces différents points? Alors, en introduction à cette petite partie, je voudrais souligner que nous vivons dans un cadre général inquiétant depuis longtemps. Le cadre historique de la liberté d'expression en France est un cadre, franchement, extrêmement médiocre, voire extrêmement dramatique. Regardez si on prend le XVIIIe siècle, le siècle dit des Lumières. En fait, ce fut un siècle de ténèbres. Si on analyse réellement les philosophes des Lumières, des tristes Lumières, des sombres Lumières, on est un peu effaré. Regardez Voltaire, le chantre de la liberté. Quand on regarde la violence de ses écrits, la haine qu'il déployait notamment vis-à-vis de l'Église, son amour immodéré pour le pire dictateur européen qui était le grand Frédéric, qui lui-même disait « Pour moi, le mot liberté n'existe pas et je dirige un peuple d'esclaves ». Et Voltaire passait sa vie chez Frédéric. Donc on voit bien que ce siècle, ce sombre siècle des Lumières, fut un siècle dramatique en termes de liberté. Et l'exceptionnel modèle français, la référence mondiale de la France, phare des libertés, eh bien, dès le XVIIIe siècle, on en était bien loin. Quand on arrive à la Révolution, c'est une véritable bérézina. Tous les révolutionnaires, tous les terroristes, les guillotineurs et autres conventionnels se référaient systématiquement aux quelques philosophes qui étaient en fait des dictateurs en herbe. Bon, ils n'étaient au XVIIIe siècle que des dictateurs de la plume, mais ils ont véritablement nourri la terreur. La terreur est le fruit de ce dramatique siècle des dites Lumières. Alors, après la Révolution, on arrive au XIXe siècle dans un paysage un peu plus apaisé, avec la fameuse loi de 1881 qui finalement est une loi assez équilibrée sur la liberté d'expression. En gros, on est libre
de dire à peu près ce qu'on veut, à condition effectivement de ne pas nuire à son voisin et de ne pas développer haine et violence. Ça, c'était la loi de 1881, qui finalement a plutôt pas trop mal marché. Elle a assez mal marché parce qu'elle a été très peu utilisée, notamment par la fin du XIXe siècle. N'oublions pas que les gouvernements radicaux-socialistes et francs-maçons qui se sont succédés ont développé une terreur religieuse incroyable. 30 000 membres des congrégations exilés, un nombre considérable d'écoles fermées, une véritable terreur, sans la guillotine, mais d'une grande violence. Il y a quand même eu quelques morts. Mais disons que ça n'a pas été quand même à la violence sanguinaire, évidemment, de la période des années 1790. Mais à part cette période-là, grosso modo, il y avait quand même au XIXe siècle et au début du XXe siècle une certaine liberté d'expression. Donc le cadre général est un peu inquiétant, et je parlerai tout à l'heure du cadre juridique plus particulier en parlant des lois qui viennent d'être votées depuis quelques dizaines d'années. Le cadre philosophique français est très inquiétant, parce qu'il est basé depuis des dizaines d'années, voire d'ailleurs depuis la Révolution, sur deux idées fondamentales, le relativisme et la tolérance, qui sont en fait des outils qui ont en germe la dictature. Parce que la pseudo-tolérance consiste à tout tolérer, sauf ceux qui pensent qu'il ne faut pas tout tolérer. Ceux qui ne veulent pas tout tolérer deviennent des ennemis à abattre. Et sur ce sujet-là, on sait que les élites sont intraitables. C'est Pélion qui disait il faut terminer la révolution, il faut la terminer. En gros, il faut zigouiller ceux qui s'opposent au nom de la tolérance, il faut zigouiller ceux qui s'opposent à cette espèce de relativisme et de tolérance. Donc, tolérance, relativisme, deux mots absolument indéfinis qui permettent en gros tous les excès. Et on voit bien l'immense intolérance développée depuis quelques années par les dirigeants politiques au nom du relativisme et de la tolérance. Ça, c'est pour le cadre philosophique. Alors, le cadre juridique, à proprement parler, donc je vous parlais tout à l'heure de la loi de 1880, qui finalement était une loi qui n'était pas mauvaise. Mais nous sommes en France, et bien que le 26 octobre 1789, il ait été écrit dans la Déclaration des droits de l'homme que la liberté est un des biens les plus précieux pour l'homme, il aurait été trop beau quand même que la France, phare de l'humanité, applique une telle phrase. Donc, un gouvernement de droite, c'est-à-dire le gouvernement Pompidou, avec un excellent ministre qui s'appelait Pleven, homme sûrement bourré de bonnes intentions, démocrate chrétien, bon catholique, tout ce qu'on voulait, a fait une loi dramatique en 1972, unique dans l'histoire du monde développé. Je pense que si on allait regarder sur les lois de l'autre côté du rideau de fer à l'époque, on trouvait bien mieux. Mais il fallait oser faire la loi de 1972. Je vous conseille de la lire. C'est une loi complètement dramatique. Et elle a mis le verre dans le feu, alors je ne vous la décris pas, hein, mais en gros, on commençait à pouvoir être attaqué dès qu'on disait quelque chose qui sortait un petit peu des clous. Voilà. Et c'est un gouvernement de droite qui a eu le malheur de voter cette loi. Et puis, logiquement, quand vous mettez le verre dans le fruit, le fruit pourrit. Donc au début, tout le monde se fichait de la loi Pleven, mais très vite, certains ne s'en sont pas fichus. Et ce sont les lois mémorielles. Et donc on a eu la succession des lois mémorielles qui interdisent certains débats. Et puis, alors là, la cerise sur le gâteau, et c'est à nouveau un gouvernement de droite. Alors là, il faut peut-être mettre droite entre guillemets. Droite molle ou un gouvernement qu'on ne peut pas définir très bien. Bon. C'est donc l'excellent Chirac, avec donc, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, Raffarin et lui se sont entendus à propos d'une sinistre affaire qui n'avait strictement aucun sens, aucun intérêt, sur lequel mensonge sur mensonge ont été dits. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le fameux homosexuel qui avait été agressé par 3 personnalités d'extrême droite. Il avait agressé, qui avait mis le feu à ses amis, le garçon avait failli mourir. Chirac avait reçu un Élysée avec son compagnon, quand même. Et puis, la France entière s'est enflammée. Chirac a dit « Je veux une loi, on doit réprimer ces fous de l'extrême droite. » Notamment, relisez ce que disait Chirac à l'époque.
Et donc, Raffarin est parti, mais alors, vent du bas. Tous les services de l'État n'ont eu qu'une idée, faire une loi pour réprimer les homophobes. Et le seul problème, c'est que Nouchet, puisqu'il s'agit d'un certain monsieur Nouchet, homosexuel, pratiquement assassiné par les forces d'extrême droite, a avoué qu'il avait mis lui-même le feu à ses vêtements. Mais le problème, c'est que la loi était partie dans les rails et a été votée en 2004, avec la fameuse, la délicieuse, la magnifique et sympathique ALDE, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et quand la loi a été votée en 2004, je vous rappelle la phrase de Laurent Geoffrin, on ne peut pas mettre en cause sa pensée, c'est un homme de gauche, c'était à l'époque le patron du Nouvel Obs. Donc un brillant esprit, Karim, enfin, soyons sérieux. La lumière de la pensée mondiale. Eh bien, Geoffrin, 8 jours avant le vote de la loi, a eu cette formule exceptionnelle. La France va se doter d'un outil unique au monde, mis à part dans les pays de dictature. Voilà. Ça, c'était la France de 2004. La France va se doter d'un outil unique au monde, mis à part dans les pays de dictature. Et ça, c'est une loi Chirac, Raffarin. La pensée totalitaire. La pensée totalitaire. Et à nouveau, comme la loi de 1972, il a fallu que ce soit un gouvernement dit de droite qui vote cette loi dramatiquement liberticide. Alors, ça c'était le cas d'un petit peu général. Je voudrais maintenant, je vous citer les lieux où il doit y avoir liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les lieux que je vous indiquais tout à l'heure sont des lieux d'expression libre? Alors, on va dérouler ces 4 lieux. Le premier lieu, c'est la famille. Y a-t-il liberté d'expression en famille? Là, je vous le dis, alors ce n'est pas chez vous qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais globalement dans la société, il n'y a plus aucune liberté d'expression en famille. La famille est devenue un cadre de la pensée unique. Pourquoi? Parce que les enfants sont conditionnés, notamment par l'éducation nationale, et utilisent en permanence des outils dramatiques qui sont l'iPhone, Internet, etc., qui déconnectent complètement l'enfant de ses parents. Parce que l'enfant qui est en train de finir son dessert et qui va dire avec un grand sourire à ses parents « Oui, je vais tout de suite dans ma chambre préparer mes compositions pour demain », il va préparer tout de suite son Internet jusqu'à minuit. Librement, de façon complètement déconnectée de ses parents. Comment voulez-vous que les parents luttent contre des outils pareils? Donc la famille est devenue un lieu de soumission aux politiquement corrects, et c'est absolument dramatique. C'est pour moi un drame que nous allons payer très cher tout au long du siècle, ça j'en ai la certitude. Puissais-je me tromper? Le deuxième lieu d'expression, ça devrait être l'école, où les professeurs doivent avoir une expression libre au service de la vérité. Ils ont une expression conditionnée au service du mensonge. Regardez, dans l'éducation nationale, notamment dans l'enseignement public, comment sont faits les cours d'histoire, de géographie, de français, de philosophie. C'est une bérésina. Donc la liberté dans l'éducation nationale est aussi évidente que Johnny Hallyday, compositeur de musique classique. Ça, c'est clair. Le troisième point, alors là je serai très court là-dessus parce que vous connaissez tout ça par cœur, les médias. Alors les médias, c'est une totale bérésina, ça soyons clairs. On sait que 80, 90, 95, selon les sondages des journalistes qui votent à gauche, sont des militants extrêmement engagés à gauche. Le rédacteur en chef d'un journal me faisait l'autre jour une description apocalyptique des salles de rédaction des journalistes, en disant, un jour je vous emmènerai, venez à 5 ou 6 heures du matin dans tous les grands journaux, dans les radios, etc. Le journal que tout le monde lit à ce moment-là, c'est lequel? Charlie Hebdo. C'est le logiciel de pensée des journalistes actuels. On passe par Charlie Hebdo dès son réveil. Alors après ça, on va bricoler avec Le Monde, Libération, pas de Figaro, sûrement pas Valeurs Actuelles et pas du tout Famille Chrétienne. Mais le logiciel, et immédiatement, vous ne vous rendez pas compte à quel point le logiciel des journalistes est conditionné par Charlie Hebdo. C'est une véritable, ça pèse sur leur cerveau d'un poids. On ne sait pas comment faire pour essayer de les déconnecter de ça. Ça peut expliquer d'ailleurs cette passion
qui a suivi le drame de l'année dernière pour effectivement les journalistes de Charlie Hebdo, parce que les journalistes se sont sentis attaqués dans leur chair, dans leur intelligence. Voilà. Donc, les médias, je n'en parle pas plus, si ce n'est que Le Figaro, journal lu exclusivement par des lecteurs de droite, puisque, grosso modo, les gens de gauche disent que ceux qui lisent Le Figaro sont des gros fachos. Bon, on peut estimer quand même que c'est... Eh bien, à peu près 80% des journalistes du Figaro votent à gauche. Alors, j'ai essayé de faire des petits calculs assez approximatifs, je m'en excuse. C'est finalement qui va rechercher la vérité dans des médias alternatifs ou plus libres. Alors, par exemple, je cite librement, par exemple, Valeurs Actuelles, Famille Chrétienne, Politique Magazine, Radio Courtoisie, Radio Notre-Dame, KTO, des gens qui ont vraiment le souci de rechercher la vérité. Je suis désolé, la liste n'est pas exhaustive. Le Salon Belge, évidemment, bien sûr, Nouvelles de France, enfin, je peux en citer quand même. Combien de personnes sur les 67 millions de Français sont touchées réellement par ces médias libres? D'après mes calculs, c'est certainement moins de 2 millions et probablement moins d'1 million. Voilà. Donc c'est entre 500 000 à 1 million jusqu'à 2 millions. Nous sommes 67 millions. Ça veut dire que nous sommes conditionnés, nous, la société, à un point peu banal. Voilà pour le troisième lieu d'expression de la liberté. Et puis le quatrième lieu, ce sont les instances politiques et civiles. Là, on est dans le politiquement correct permanent, systématique, revendiqué. Et on voit bien que la technique utilisée, en gros, ça vaut pour les médias, c'est vraiment le mensonge permanent. Alors, en fait, on ment tout le temps. Et Karim soulignait l'extraordinaire retournement de Sarkozy sur le mariage pour tous. Alors, je vais peut-être vous choquer, Karim, mais en fait, je trouve qu'il ne s'agit pas d'un retournement. Parce qu'en fait, le jour où Sens Commun a reçu Sarkozy, il ne fallait pas avoir fait Polytechnique pour voir qu'il se foutait du monde. Quand on ose dire, vous voulez que je le dise? Ah ben, je vais vous faire plaisir et je vais le dire. Avec, il faut regarder son visage. Moi, j'ai regardé 50 fois la vidéo. Un visage grimaçant de celui qui, en plus de ça, est furieux d'avoir été, j'allais dire, interpellé de cette façon-là et qui se moque du monde. Donc, pour moi, ce n'est pas un reniement. Il ne s'est pas renié. Il mentait en disant cette phrase et moi, je savais parfaitement qu'il allait dire ça. Vraiment, donc, je suis un peu surpris qu'on se laisse à ce point berner. Et quand j'ai vu des commentateurs dire formidable, le Sens Commun a trouvé le truc génial, Emmanuel est coincé, je me suis manifesté immédiatement auprès des dirigeants de Sens Commun. En leur disant, vous êtes en train de vous fourvoyer totalement. Bon. En tous les cas, c'est une grande tristesse. C'est vraiment une grande tristesse parce que nous avons maintenant, si on sort d'une analyse un petit peu précise comme je viens de le faire, j'allais dire que pour la personne informée normalement et qui est persuadée qu'il y a un an, Sarkozy, la main sur le cœur, a fait une promesse, on s'aperçoit vraiment que le mensonge est permanent, revendiqué, justifié, et on peut parfaitement imaginer que dans 15 jours ou dans 2 mois, Sarkozy dit ben, finalement j'ai vraiment réfléchi et tout compte fait, mais cette loi est une horreur. Parce que le sondage qui est en train d'être fait en ce moment est en train de dire mon petit bonhomme, là tu as pas tenu là, ça y est testé, tu es viré de la primaire. Donc ne vous inquiétez pas, si les sondages disent qu'il est viré de la primaire, il va changer d'avis sur le mariage pour tous. En disant oui, non mais attendez, j'avais pas à ce point réalisé que c'était un changement de civilisation. Et effectivement, oui, donc effectivement, voilà. C'est franchement complètement dramatique. C'est accablant, ça donne le rond, et par moments on a envie de se jeter dans la Seine, mais d'autres un peu froid en ce moment. Bon. Donc, la France, terre de liberté, certainement pas. Je dirais pas du tout. Absolument pas. Alors, pour conclure, puisque j'ai promis d'être court, je sens que Karim commence à s'ennuyer un peu. Ah, nullement. C'est par rapport à tes contraintes. Tu nous as dit que tu dois rejoindre notre obligation à 17h. Il nous reste une demi-heure pour vivre tranquillement. Alors, je pour un conclue. échange avec la salle. Voilà, je conclue en 2 minutes. C'est finalement que faire. Que faire?
qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, je voudrais simplement citer une anecdote, avant le que faire. C'est la fameuse vidéo que vous avez sûrement vue, où vous voyez à Strasbourg 8 ou 10 jeunes hommes qui déroulent juste après le Bataclan une banderole « Expulsons les islamistes ». Mais parfois, il faut dire un chat. Expulsons les islamistes. Et on voit l'attroupement de la bonne société strasbourgeoise. Ces garçons commençaient à être insultés avec des mots immondes, un scandale. Finalement, jetés à terre par les forces de l'ordre, traînés dans les camions pratiquement, et sous les hurlements de la foule, on entendait pratiquement des à mort. Et ça fait très peur. Ça fait très peur, et c'était 2 jours après le Bataclan. Je vous le dis très franchement, le Bataclan m'a consterné, et comme tout le monde, j'étais absolument effaré, mais ça m'a affolé. Parce que ça veut dire que les élites françaises sont prêtes à tout. Il y aurait eu un échafaud sur cette place de Strasbourg dans un coin, il s'y passait tout de suite. Ça, c'était la terreur sans échafaud. Et ça, c'était un petit peu effrayant. Alors, que faire? Faire ce que fait le ciel, s'exprimer à temps et à contre-temps librement. Alors, il faut d'abord rechercher tous les lieux d'expression libre et ne pas hésiter à prendre des décisions, même si elles sont coûteuses, même si elles sont pénibles. On n'est pas content de l'école parce qu'il y a du conditionnement, on cherche des écoles en contrat. C'est tout. On n'est pas d'accord parce que les républicains... Eh bien, on cherche un autre parti politique. On arrête de se soumettre à tout. Donc, en famille, on se soumet aux outils de communication. À l'école, on se soumet à l'éducation nationale. On se soumet aux dictats politiques, surtout ne jamais aller plus à droite que les républicains. Arrêtons, soyons libres. Et recherchons la vérité là où on peut la trouver. Ça me semble fondamental. Et je pense parler tout le temps, à temps et à contre-temps, sur tous les sujets, sans le moindre état. On se fait traiter de tous les noms, on se fait traiter de tous les noms. Qu'est-ce que ça peut faire? De toutes les façons, à partir du moment, en France, aujourd'hui, où on cherche la vérité, on est facho. Bon, voilà. Donc, assumons, moi je suis facho, et puis c'est tout. Bon, voilà, donc, moi je le dis quelquefois à des journalistes, ils me disent, vous êtes très extrême droite. Je dis, non, je ne suis pas extrême droite, je suis facho. Facho. Je suis réac, mais ça va plus loin que ça. Et alors, oui, mais alors attendez, parce que sur le site, on voit que vous invitez des gens de gauche. Oui, mais je dis, je suis un fasciste dangereux, parce que je fais semblant d'inviter des gens de gauche pour discuter avec moi. Je suis un pur facho. Et je pense qu'il faut les prendre à leur piège, il faut arrêter. Et leur dire, vous êtes les plus grands libéraux, et nous, on est les plus grands fachos, et maintenant on parle de quoi? Et là, on commence à parler de ce sujet. Voilà, donc pardon, j'étais plus long que prévu, je m'en excuse, mais vous avez compris que c'était un sujet qui me passionne et me tracasse vraiment. Voilà, chers amis, merci pour votre attention.